Bonjour à tous. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler dans le cadre de ces webinaires d'un syndrome qui a été remis en lumière récemment, qui est le CANVAS. Donc le CANVAS, c'est un syndrome qui associe une ataxie cérébelleuse, une neuropathie et une aréflexie vestibulaire. Cette entité a été décrite sur le plan phénotypique dès 1991, mais en fait, l'acronyme et les critères de diagnostic n'ont été proposés que depuis une dizaine d'années. Donc, ce syndrome, comme je l'ai déjà dit, associe chez des patients plutôt âgés de plus de 50 ans une ataxie mixte, à la fois cérébelleuse et proprioceptive parce qu'il y a une neuronopathie sensitive et une aréflexie vestibulaire. Alors, il a été décrit initialement comme correspondant à une entité probablement sporadique. Alors, ce syndrome a été remis en lumière depuis 2019, car en 2019, Cortese et collaborateurs ont pu associer ce syndrome CANVAS à une expansion biallélique intronique d'un pentanucléotide dans le gène RFC1. Alors, cette association a pu se faire grâce à l'étude de 150 cas de canvas sporadiques et de quelques cas familiaux de transmission d'allure récessive. Donc, chez le sujet normal, il existe au niveau du gène RFC1 un pentamère correspondant à la séquence 4A1G et le nombre de pentamères est inférieur à 11. Chez le sujet normal, il peut y avoir une modification de ce pentamère qui peut être par exemple de 3A et de G, mais ce qui va caractériser les patients porteurs d'un phénotype CANVAS, c'est premièrement une modification de la séquence du pentamère qui est de 2A 3G et deuxièmement une augmentation considérable du nombre de pentamères puisqu'il est de plus de 400 dans le travail de Cortese et collaborateurs. Alors, quel est le rôle du gène RFC1? On sait que RFC1 code pour une sous-unité d'un facteur de replication qui interviendrait dans l'activation de la DNA polymérase et dans la synthèse et la réparation de l'ADN. Quelle est la conséquence des mutations du gène RFC1? Apparemment, il ne s'agit pas d'une perte de fonction. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait une accumulation des expansions introniques au niveau cellulaire chez les patients porteurs de cette mutation et que ceci aurait peut-être des conséquences sur une modification du circuit de l'ARN messager. On s'est aperçu également qu'il existait, dans le cadre du syndrome CANVAS, une hétérogénéité génotypique, puisque dans la série de Cortese et collaborateurs, seuls 90% des patients ayant le phénotype CANVAS étaient porteurs de la mutation biallélique. Et dans un deuxième travail de la littérature, seulement 67% d'une cohorte de patients ayant au moins deux signes évocateurs de CANVAS étaient porteurs de cette mutation biallélique. Alors, que sait-on du phénotype associé à la présence de cette mutation biallélique? Eh bien, c'est la série des 100 premiers patients rapportés par Cortese et collaborateurs qui permet de confirmer que l'âge de début moyen est de 52 ans, même s'il y a des extrêmes allant de 9 à 76 ans, et que le sexe ratio est proche de 1. Ce que l'on peut voir sur cette diapositive, si on regarde la figure A, eh bien, on s'aperçoit que sur le plan purement clinique, lorsqu'on examine les patients, qu'on les interroge, 46 patients sur 100 avaient cliniquement un phénotype de CANVAS avec la réflexie vestibulaire, la polyneuropathie et le syndrome cérébelleux. Et que 20 patients avaient uniquement cliniquement une polyneuropathie sensitive, 3 uniquement un syndrome cérébelleux et 1 uniquement une aréflexie vestibulaire. Sur le schéma 2,
on s'aperçoit qu'après réalisation d'examens complémentaires systématiques chez tous les patients, eh bien, 63 sur 100 ont le phénotype complet, aréflexie vestibulaire, ataxie proprioceptive et ataxie vestibulaire, mais 15 ont encore une polyneuropathie sensitive qui apparaît isolée, alors qu'aucun n'a un syndrome cérébelleux ou une aréflexie vestibulaire isolée. Dans cette série de 100 patients, on voit également qu'il y a d'autres signes cliniques qui peuvent être présents, comme une toux chronique sèche, spasmodique, qui est présente au cours de l'évolution chez 64% des patients. Des signes dysautonomiques qui sont rarement invalidants, qui peut être une hypotension orthostatique ou des troubles sphinctériens, ou une dysphagie. Sur le plan de l'évolution, eh bien, on s'aperçoit que la moitié des patients utilisent une canne après 10 ans d'évolution et qu'un quart des patients sont en fauteuil roulant après 15 ans d'évolution du syndrome. Une autre série de la littérature a été publiée en 2021 dans Neurology, et cette série confirme l'âge de début plutôt tardif du canvas, hein, on le voit sur ce premier encadré, début plutôt après 40 ans. Il souligne également la fréquence des signes associés, avec, vous le voyez, une dysautonomie dans plus de la moitié des cas, des troubles, des saccades horizontales ou verticales chez un certain nombre de patients, des troubles cognitifs dans pas tout à fait un quart des patients, des mouvements anormaux qui sont décrits ici chez 5 patients sur 55, mais avec quand même une bradykinésie dans près d'un quart des cas. Cette série de neurologie confirme également, ou montre en tout cas, que l'apparition de la toux peut précéder de plusieurs décades les signes ataxiques. Ça se voit très bien sur cet encadré. Vous voyez ici la toux, enfin, sur la première ligne, et l'apparition des signes ataxiques plusieurs décades après. Cette série montre également l'existence d'une atrophie cérébelleuse à l'IRM, atrophie vermienne et hémisphérique chez une grande majorité des patients, et chez quelques patients, une atrophie cérébelleuse ou des anomalies des ganglions de la base, ce qui est intéressant parce qu'on verra tout à l'heure qu'un des diagnostics différentiels est l'atrophie multisystématisée. Sur le plan neuropathologique, il y a peu de littérature. Voici un cas personnel qui montre une démyélinisation des colonnes postérieures de la moelle et une perte des cellules de Purkinje, ainsi qu'une diminution de la densité cellulaire de la couche des grains au niveau cérébelleux. Alors finalement, le phénotype RFC1, à quoi peut-il correspondre? Eh bien, à un syndrome CANVAS, dans une grande partie des cas. Il peut correspondre à un syndrome qui associe uniquement une ataxie et une toux chronique. Et puis le plus souvent, il s'agit d'une association variable d'ataxie cérébelleuse, de neuropathie sensitive, d'atteinte vestibulaire, de dysautonomie et de toux chronique. Mais j'ai déjà souligné antérieurement qu'il peut également y avoir un tableau plus riche avec un certain nombre des signes associés rappelés sur cette diapo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres phénotypes? Eh bien, récemment, l'équipe de la Pitié-Salpêtrière a rapporté une série de canvas avec l'existence de signes d'atteinte du motoneurone. Alors, motoneurone central, c'était déjà connu, hein, rapporté dans les séries précédentes, mais également atteinte du motoneurone périphérique. Il faut néanmoins souligner qu'aucun des patients de la série de la Salpêtrière n'avait d'atteinte du motoneurone périphérique isolé. J'ai déjà un peu évoqué le diagnostic différentiel, je le redis rapidement. Donc l'atrophie multisystématisée de type cérébelleux, parce qu'il existe un syndrome cérébelleux et une dysautonomie. L'ataxie de Friedreich, où il existe, vous le savez, une ataxie mixte. Les cytopathies mitochondriales, avec notamment les mutations POLG1, qui également peuvent se révéler par une ataxie mixte. Et plus anecdotique, les mutations du gène RNF
170 où il peut exister une neuropathie sensitive associée à une aréflexie vestibulaire. Pour terminer, quand faut-il rechercher une mutation RFC1? Eh bien, il faut la rechercher devant un tableau d'ataxie cérébelleuse de début plutôt tardif, après 40 ans, inexpliqué, surtout s'il y a association d'une aréflexie vestibulaire, d'une polyneuropathie sensitive, de signes dysautonomiques ou d'une toux chronique. On peut souligner que quelquefois ces signes ne sont pas évidents à l'examen clinique, mais qu'on peut les rechercher, notamment par un examen vestibulaire ou par un électromyogramme. Il faut rechercher également des mutations RFC1 lorsqu'il existe une neuronopathie sensitive isolée, alors a fortiori quand elle est associée à d'autres signes cliniques, mais on a vu qu'il existait des formes totalement isolées de neuronopathie sensitive qui pouvaient révéler un canvas. Donc ça, c'est quand rechercher la mutation RFC1. Maintenant, comment rechercher cette mutation RFC1? Eh bien, il faut faire une demande d'expansion de pentamère, enfin, il faut faire une demande ciblée et bien expliquer au laboratoire que vous recherchez un syndrome CANVAS et une mutation RFC1 parce qu'il s'agit d'une expansion de pentamère et vous savez que les expansions de pentamère ne sont pas détectées par les panels de gènes qui sont développés notamment dans les neuropathies sensitives ou dans les ataxies cérébelleuses. Donc bien faire une demande ciblée qui est possible dans un certain nombre de laboratoires en France. On mettra également en évidence cette mutation par l'étude du génome complet, mais là, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus long comme résultat. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire concernant le Canvas et je vous remercie de votre attention.